Merci, Monsieur le maire. Simplement pour répondre un peu à Monsieur Ruffier, vous êtes enthousiasmé par la présentation à la métropole et j'en suis ravi, c'est vrai qu'elle était excellente. Comment pouvez-vous la comparer à une présentation à laquelle vous n'avez pas assisté? Je vais me permettre de développer le sujet. Donc nous sommes là pour parler de deux choses, de deux délibérations. Les délibérations concernant une autorisation de signer un protocole d'accord avec la SFIL et une autre délibération, mais qui est vraiment concomitante, pour approuver le projet de convention entre la ville et l'État pour l'octroi de l'aide du fonds de soutien et autoriser le maire à la signer. On va revenir un peu sur la répartition actuelle de la dette. Au 31 décembre de l'année 2015, notre dette avait été ramenée à 112 800 000 euros, avec comme répartition 59% d'emprunts à taux fixe, 14% d'emprunts à taux variable capé et 27% d'emprunts, ce qu'on appelle d'emprunts structurés. Ces emprunts structurés eux-mêmes se répartissaient en 6 emprunts, 3 avec des risques allant de faibles à moyens et 3 emprunts très risqués puisque hors de la charte de Gisler. Ces 3 emprunts représentant un capital restant dû de 13 519 000 euros. Alors pour en revenir donc au fonds de soutien, le fonds de soutien nous a notifié le 4 décembre de cette année 2015 son niveau d'intervention. Je rappelle effectivement, comme l'a dit Monsieur le maire, que ce niveau d'intervention est basé sur les valeurs du 28 février 2015. Dans les tableaux que vous avez la répartition et du capital restant dû et des indemnités de sortie, emprunt par emprunt. On constate que pour sortir de 13 966 000 euros de capital, l'indemnité pénalité de sortie était chiffrée à 27 295 000 euros. La part prise en charge par l'État était de 16 023 000 et la part restant à la charge de la ville de 11 271 000 euros. Ces valeurs-là figent la négociation qui a eu lieu avec Dexia et qui doit avoir lieu avec la SFILT. Ce sont des valeurs butoirs, c'est-à-dire que si la SOULT venait à dépasser 27 295 000 euros, nous ne pouvons pas signer avec les banques et nous ne pouvons pas obtenir l'aide de l'État. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous vous avons présenté le conseil municipal du 27 janvier, le premier résultat des négociations avec Dexia. Ces négociations ont été finalisées. Nous avons donc obtenu un refinancement du capital restant dû de 2 034 000 euros au taux de 1,5% sur 20 ans. Et nous avons obtenu un emprunt de 5 740 000 euros pour financer la SOULT de cet emprunt au taux de 1,5% sur 12 ans. Et l'opération a été réalisée, comme on dit, topée, sur les marchés le 1er février par Monsieur le maire. Et vous, pardon, je vous coupe. Vous remarquerez que l'emprunt fait donc 5 740 000. C'est un chiffre qui est légèrement inférieur à celui qui vous avait été indiqué le soir du conseil municipal du 27 janvier, parce qu'au moment où on a topé, la parité était un peu en dessus de 1,11. Il y a eu une fenêtre, bon, on a bénéficié de cette fenêtre-là, et donc dès lors que la parité avait augmenté, ça diminue le montant. Donc on a gagné 260 000 euros, 250 000 euros sur le montant de l'estimation qu'on vous avait donné. Hein. Voilà, je suis transparent sur les informations. Pour le 10 février, on avait trouvé un accord avec la SFIL qu'on allait vous présenter, et accord qui est retraduit sur la page suivante. En ce qui concernait le franc suisse, nous avions obtenu un accord pour un remboursement du capital de 5 733 000 euros à 1,5% sur 20 ans. Et pour la SOULT, qui s'élevait, elle, à 16 450 000 euros, nous avions un accord pour toujours 1,5% d'intérêt sur 15 ans. Pour le yen-dollar, on avait un refinancement de 5 440 000 euros de capital restant dû à 1,5% sur 18 ans, qui est la durée résiduelle du prêt.
et un emprunt qui nous était accordé de 1 880 000 € à 1,5% pour payer la soulte sur 15 ans. Ces deux protocoles devaient nous permettre d'atteindre deux objectifs. Faire en sorte que la ville ne soit plus soumise à des taux d'intérêt très élevés, diminuer significativement l'encours de la dette structurée. Je vous rappelle les risques que nous courons avec la parité euro-franc suisse. Vous avez en abscisse le niveau de parité, en ordonnée le niveau des taux atteints. Donc, vous voyez qu'actuellement à 1,10, nous sommes à 2,12. Nous partons de 3,27 à une parité d'1,45 et nous pouvons aller à 20,12, pardon. Et nous pouvons aller effectivement très très haut, puisque si la parité venait à 1 pour 0,50, nous friserions les 100%. Donc, c'est ce risque-là dont nous souhaitons sortir. Et puis, donc, nous souhaitons arriver à une structure de la dette, à une répartition de notre dette qui serait la suivante, avec 72% de taux fixe, 16% de taux variable capé et plus que 12% de notre encours en emprunt structuré, avec des risques, comme je vous l'ai dit précédemment, classés de faibles à moyens. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comme l'a dit Monsieur le maire, le 8 février, l'ASFIL nous a informé que le protocole ne serait pas mis en œuvre. On avait prévu de le mettre en œuvre le 18, c'est-à-dire topper le 18 février, suite à la dégradation des marchés financiers. Nous étions donc arrivés au-delà des montants butoirs que proposaient le protocole et le fonds de garantie, de soutien. Vous avez là la variation de la parité euro-franc suisse sur cette période. Vous voyez que dans la période du 1er au 5, période pendant laquelle nous avons négocié avec l'ASFIL, la parité était à un niveau qui était assez satisfaisant, qui nous permettait de sortir, voire d'espérer sortir à peu près dans les conditions qu'on avait obtenues avec Dexia. Et vous voyez que le 8, il y a une plongée de cette parité qui fait que nous sommes passés en dessous, ou plutôt en dessus, des soultes tolérables contractuellement. Vous avez la même chose pour le yen-dollar. On voit que sur la période du 1er au 5, globalement, qui était la période de négociation, la parité se tenait, bien qu'elle avait commencé à décroître. Et le 8, elle avait encore chuté, et là encore, en deçà des valeurs qui étaient acceptables. Nous avons décidé à ce moment-là, avec l'ASFIL, de trouver néanmoins un accord pour sortir, parce que, je le redis, notre volonté est de sortir totalement de ces emprunts, et dans les meilleurs délais, et si possible aux meilleures conditions. Donc nous avons demandé à l'ASFIL d'établir un protocole permettant de mettre en œuvre ce qu'on appelle le régime dérogatoire, qui est contenu dans l'article 6 du décret relatif à la mise en place du fonds de soutien. Ce régime dérogatoire, il permet d'accepter l'aide du fonds de soutien et donc de ne pas en perdre le bénéfice. Il permet de différer la réalisation des opérations sur les marchés pour obtenir des conditions plus favorables. Ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, nous aurions 3 ans pour sortir de ces emprunts, 3 ans au cours desquels on pourrait, entre guillemets, attendre que la parité revienne à des niveaux satisfaisants. Et pour le yen-dollar, nous pourrions attendre la totalité de la durée du fonds pour sortir, ou ne pas sortir éventuellement. Donc c'est la grosse différence avec le protocole précédent, c'est que nous avons maintenant... D'abord, nous ne risquons plus de perdre l'accord du fonds, puisque si nous n'avions pas topé précédemment avant le 4 mars, nous aurions perdu cette possibilité. Et nous avons maintenant dégagé une visibilité et des délais qui nous permettent d'attendre une remontée éventuelle de cette parité. Sachant que nous sommes en observation de cette parité et qu'à partir du moment où elle aura regagné, on l'espère très rapidement, des valeurs intéressantes, nous toperons, même si c'est dans les jours qui viennent. La mise en œuvre de ce régime,
Qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est en attendant, la ville paye à l'ASFIL les intérêts dus au taux dégradé contractuel, c'est-à-dire qu'on continue à payer à des taux de 20 à 22%. Par contre, le fonds de soutien va prendre en charge la différence entre le taux payé et le taux de l'usure à la date de signature du contrat, dans la limite d'un 13e de l'aide maximale plafonnée. Pour être plus clair, pendant ce délai, en attendant de toper, le fonds de soutien nous vient en aide sur l'écart entre le taux à 22% et le taux de l'usure. Donc nous sommes dorénavant en vigilance avec notre conseil, tant sur la parité que sur la volatilité des monnaies, de façon à pouvoir très rapidement demander à l'ASFIL de toper sur les marchés financiers. Et en dernier lieu, je rappelle néanmoins les incidences sur la dette de tous ces protocoles et de toutes ces négociations. En tout état de cause, il ne faut guère espérer une majoration très écartée des 26 500 000 euros. Et de toute façon, notre capital restant dû au 31/12/2016 devrait atteindre la valeur d'environ 136 500 000 euros. Voilà, je vous demande donc de bien vouloir approuver les délibérations de ce jour, les deux délibérations de ce jour. La première, je vous propose que le conseil municipal accepte l'aide du fonds de soutien pour les emprunts structurés détenus auprès de la CAFIL-SFIL, autorise le maire à signer la convention avec l'État dont le projet est joint en annexe et, le cas échéant, à signer l'avenant à cette convention en cas de remboursement anticipé des prêts concernés. Et en deuxième délibération, je vais la trouver, je vous propose que le conseil municipal approuve le principe de la conclusion d'un protocole transactionnel avec la Caisse française de financement local, la CAFIL, l'ASFIL et Dexia Crédit Local, ayant pour objet de mettre fin aux différends opposant la commune de Chambéry d'une part et CAFIL, SFIL et DCL d'autre part au sujet des contrats de prêt et de la procédure litigieuse en cours. D'autoriser le maire ou son représentant à signer le dit protocole annexé à la présente délibération et tous les actes nécessaires à son exécution. Autoriser l'ouverture anticipée de crédits pour éventuellement réaliser l'opération avant le vote du budget primitif 2016 et dire que ces crédits seront repris lors du vote du budget primitif 2016. Merci de votre attention. Merci, M. Perroton. Je voudrais remercier ceux et celles qui nous ont accompagnés dans ces démarches. Je pense évidemment à M. Kopfer, qui nous a été d'une aide très précieuse dans la discussion avec les deux établissements, qui nous est encore utile puisque la discussion n'est pas terminée. Je conçois bien que pour ceux qui n'ont pas baigné tous les jours dans cette négociation, les choix soient extrêmement compliqués. Je redis ce que j'ai dit à l'ASFIL, nous souhaitons sortir le plus vite possible de ces prêts, ce qui veut bien dire que dès qu'une fenêtre qui sera déterminée par M. Kopfer en fonction à la fois de la parité et de la volatilité nous sera donnée, nous voulons nous débarrasser de ces prêts toxiques pour redonner de la visibilité à la ville dans la gestion des temps qui viennent avec un taux fixe, en espérant que nous pourrons retrouver une parité et qui nous permette de réobtenir ce que nous avions obtenu avant le 8 février, parce que dans ces conditions-là, ma foi, l'aide du fonds couvrait l'ensemble, allait au maximum, mais rentrait dans les limites et permettait à la ville de n'avoir qu'une dépense de 11 millions sur les années qui viennent. Maintenant, ce que sera les jours qui viennent, seul l'avenir nous le dira. Aujourd'hui, il semble que la parité franc-suisse sur euro est rebougée favorablement pour nous. Ce qui est quand même l'événement par rapport aux semaines précédentes, c'est que le yen a bougé et que le yen ne revient pas
à la parité des semaines précédentes pour l'instant. Voilà, j'ouvre le débat. Y a-t-il des demandes de parole? Monsieur Fajot. Oui, avant d'intervenir sur le rapport de ce conseil municipal, juste un mot sur l'échange qu'il y a eu avant sur l'arrêté des comptes. Que les choses soient claires, je crois que, bon, à un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles sont, les comptes sont arrêtés en section de fonctionnement au plus tard le 20 janvier, hein, puisque c'est la période complémentaire, et à Chambéry, la période complémentaire en section de fonctionnement est utilisée très peu, hein, puisque je crois que vous l'utilisez jusqu'au 5 ou 6 janvier. Et en investissement, en section d'investissement, de toute façon, c'est au 31/12/2015. Donc, je comprends bien que la production du compte administratif, avec le détail que comporte le compte administratif, ne puisse pas être fournie. Moi, j'avais simplement demandé un état d'exécution budgétaire. Donc là, par contre, il y avait possibilité de nous le fournir. Voilà pour une petite mise au point sur cette question. Sur le rapport d'aujourd'hui. Bon, là aussi, vous nous demandez de délibérer ce jour sur des rapports qui ont un impact budgétaire. On le voit bien puisque c'est à l'écran, certains. Alors que vous avez réuni le conseil municipal la semaine dernière pour le débat d'orientation budgétaire. Il est évident que le calendrier n'est pas bon et que cela valide tout à fait nos remarques du conseil du 10 février. Peut-être n'est-il pas inutile de rappeler qu'en application de la loi, je l'avais déjà souligné mercredi dernier, le débat d'orientation budgétaire doit être organisé dans les 2 mois précédant le vote du budget, excusez-moi, dont la date limite d'adoption est fixée au 15 avril. Nul besoin n'était donc de s'entêter à tenir coûte que coûte le débat d'orientation budgétaire le 10 février. Si le débat démocratique entre élus au sein de cette instance avait quelque légitimité à vos yeux, vous l'auriez en effet reporté, tel que je vous l'avais demandé, permettant à tous, pas que l'opposition bien sûr, tous les élus d'être en possession des éléments de réalisation du budget 2015 ainsi que des derniers développements quant aux conditions de renégociation des emprunts structurés toxiques. Débattre de la question de la sortie des emprunts structurés toxiques sans contextualiser ce débat, en le resituant dans le temps, me paraît intellectuellement pas correct. Vous avez usé et abusé depuis la campagne électorale et jusqu'à très récemment encore de propos extrêmement graves pour accuser l'ancienne municipalité de tous les maux et, plus particulièrement, pour qualifier sa gestion financière calamiteuse. Je passe tous les épisodes. Et visiblement, la proposition qui nous est faite ce soir du choix de l'option pour le régime dérogatoire, donc de non-sortie des 2 emprunts en question, l'emprunt euro, franc suisse et un autre yen-dollar, laisse à penser que le feuilleton n'est pas terminé et qu'il devrait se prolonger jusqu'en 2019 au plus tôt. L'ennuyeux dans la présentation que vous faites de la dette structurée de notre collectivité est qu'elle ne resitue pas l'analyse dans le contexte économique et financier de l'année de souscription, qu'il s'agisse du rôle des banques en termes de conseil aux collectivités et du rôle de l'État et des gouvernements successifs. Le choix du type de taux d'un emprunt ne peut pas être déconnecté du contexte de l'année d'engagement et de l'évolution du système financier international, européen et national, système aujourd'hui totalement déréglementé. Les 2 emprunts toxiques de la ville de Chambéry, objet du rapport de ce soir, ont été souscrits non pas sous le mandat municipal précédent, comme nous pouvons si souvent l'entendre ou le lire, mais en 2006 et 2007, donc sous le mandat précédent, et auprès de la banque Dexia, prêteur historique
des collectivités. Alors, faut-il faire le procès des collectivités locales? 1500 ont des prêts toxiques, dont 250 des prêts sur la parité euro-franc suisse et de leurs élus. Ou faut-il faire le procès des banques, de la finance et du système financier, et plus particulièrement de Dexia, qui avait la confiance des collectivités locales et dont les dirigeants se sont comportés comme des traders sans scrupules? Ou faut-il faire le procès des gouvernements successifs qui ont permis la libéralisation du secteur bancaire des collectivités, Dexia étant l'ancienne caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales, devenue le Crédit local de France, banque publique, puis privatisée en 1991. Que penser de la condition imposée par l'État de subordonner le bénéfice du fonds de soutien à l'absence de poursuite en justice des banques? C'est une question. Les responsables de cette situation doivent assumer leurs responsabilités. Ce n'est pas aux collectivités de payer ces taux d'intérêt usuraires. C'est aux banques de payer et à l'État, donc au gouvernement, d'agir bien au-delà du doublement du fonds de soutien, même si ce geste est intéressant et important et peut donner une bouffée d'oxygène à notre ville. Le débat sur la dette, qui rejaillit sans cesse, met toujours le système financier au cœur des enjeux, avec, pour sauver ce système pervers, la mise en place de programmes d'austérité pour les peuples. Mon ennemi, c'est la finance, avais-je entendu en 2012. Oui, notre ennemi à tous devrait être la finance. Faire supporter 20,5 millions d'euros aux Chambériens, soit par la fiscalité locale, soit par la fiscalité nationale, est moralement insupportable. C'est pourquoi j'ai plusieurs questions. Pourquoi avez-vous fait le choix de la transaction par le fonds de soutien au lieu de continuer d'agir en justice, comme l'ont fait certaines collectivités, dont celle de Laval, dirigée par un maire UDI, sensibilité politique proche de la vôtre? Pourquoi avoir changé de cap entre vendredi et aujourd'hui, privilégiant l'option pour le régime dérogatoire en bénéficiant d'une période de prise en charge partielle des intérêts dégradés, alors que vous avez privilégié le 27 janvier et dans les rapports qui nous ont été remis pour le Conseil prévu le 12 février, l'autre option, sortie totale de l'emprunt? Vous avez partiellement répondu à la question. Y aurait-il un lien de cause à effet avec les nouvelles turbulences des marchés financiers? En tout cas, c'est bien la faute des banques et des marchés financiers si la ville avait souscrit de tels emprunts en 2006-2007, et c'est encore la faute des marchés financiers si nous ne pouvons sortir définitivement de ces emprunts. Troisième question, quelle garantie avez-vous de l'ASFIL sur les montants inscrits de 20,5 millions d'indemnités capitalisées et de 3 millions d'euros d'indemnités intégrées dans les intérêts, alors qu'il est indiqué dans le rapport que, je cite, entre guillemets, ces montants, qui ne sont qu'une valorisation à l'instant T, ne seront pas nécessairement identiques à celui de l'indemnité compensatrice dérogatoire de chacun des contrats de prêt litigieux numéro 1 et numéro 2, dont le montant, ce qui me paraît le plus important, ne pourra être déterminé de manière définitive qu'au moment du remboursement anticipé de ces derniers. En gros, et sans jeu de mots, un chèque en blanc, quoi. Pour conclure, j'indiquerai que je considère ne pas disposer d'éléments d'appréciation suffisants permettant un avis éclairé sur le bien-fondé de votre choix d'option. En conséquence, je ne prendrai pas part au vote, considérant aussi qu'il est temps de ne plus capituler devant les banques qui s'en tirent encore une fois aisément. Socialiser les pertes et privatiser les profits, voilà la devise du système bancaire.
Et pourquoi se moraliserait-il, puisqu'il continue d'avoir encore et toujours le soutien des gouvernements, des instances internationales et indirectement des collectivités locales? Il est plus que temps de créer le service public bancaire nécessaire au développement des territoires et au financement de l'économie réelle, auquel participent de moins en moins, il est vrai, vu la baisse de leurs investissements, les collectivités locales. Merci. Oui, M. Serino. Oui, merci, Monsieur le maire. Bon, on peut avoir un débat national sur les fondements, les tenants, les aboutissants, des choix qui ont été faits il y a des décennies, enfin au moins une décennie, puisque mon cher collègue Guy Fajot rappelait que c'était effectivement des choix qui avaient été faits en 2006-2007. Il n'en reste pour autant pas moins que nous avons à traiter cette question. Et que cette question, aujourd'hui, depuis le 27 janvier en tout cas dernier, eh bien, elle commence à faire partie de cette page qui tourne, comme je l'avais dit déjà à l'époque. Je crois qu'on est un certain nombre autour de cette table à s'en... Alors, je ne peux pas utiliser le mot « réjouir » parce que ce n'est pas le cas, mais à le constater et à penser que c'est une bonne chose que d'en sortir. Bonne chose que l'on puisse tourner cette page qui concerne des centaines, des milliers de collectivités. Guy Fajot l'a redit, mais tout le monde le sait autour de cette table. Bonne chose que l'on ait un fonds de soutien qui nous permette d'avoir 58,7%, soyons précis, d'aide de l'État dans le paiement des indemnités ou des pénalités, on ne va pas jouer sur les mots. Bonne chose que nous puissions bénéficier de taux exceptionnels. C'était le cas, en tout cas, pour le premier prêt. Là, la difficulté sur ce que vous nous proposez ce soir, c'est qu'on ne sait toujours pas quels seront ces prêts, mais on va en discuter, j'imagine. Sachant que ces taux exceptionnellement bas qui ont été possibles le 27 janvier, pour le premier prêt, sont là encore une aide gouvernementale non négligeable, puisque c'est inscrit dans le cadre de la loi de finances 2016 et que ce ne sont pas les taux du marché, ce sont des taux qui sont bien en dessous des taux du marché. Pour le 1,5 en tout cas. Enfin, bonne chose que le fonds de compensation, mais monsieur l'adjoint aux finances, pardon, monsieur Perroton nous le réexpliquera peut-être, que ça nous permette aussi de bénéficier, eh bien, de ne pas avoir, à payer les 750 000 € de surcoût pour 2015. Je crois que c'est le cas, et peut-être que vous nous le repréciserez avec les nuances d'usage. Donc je crois que nous serons un certain nombre de collègues autour de cette table, de l'opposition comme de la majorité, à voter pour ces deux rapports, puisqu'on les traite ensemble, si j'ai bien compris. Nous le ferons avec certaines réserves. Nous le ferons, pour certains d'entre nous, vous l'avez bien compris, avec certaines réserves. Ne risque-t-on pas de subir une dégradation des marchés financiers dans le dispositif que vous proposez? J'ai entendu toutes vos explications qui étaient claires. Mais ne risque-t-on pas néanmoins de ne jamais se retrouver dans une situation favorable? Et donc, quelles sont les sécurités qui sont imaginées, si évidemment on n'a pas la fenêtre de tir que vous espérez peut-être dans les jours qui viennent, ou en tout cas dans les 3 prochaines années pour l'un des taux, franc-suisse, et dans les 13 ans, si j'ai bien compris, d'existence du fonds pour le yen-dollar. Première question, première réserve. Deuxième réserve, qui est à la fois à nouveau une requête, je souhaite, vous l'avez évoqué lors du dernier conseil municipal, monsieur le maire, je souhaite vraiment qu'on puisse faire une transparence totale sur ce qu'a coûté à la ville de Chambéry et aux contribuables chambériens
cet épisode des emprunts structurés. J'entends par là que vous puissiez répondre, mais comme vous nous avez dit que vous le feriez, puisque je crois que vous avez mandaté M. Klopfer pour le faire, que malgré cette période dérogatoire, on puisse avoir quand même cette analyse de la dette structurée de la ville de Chambéry depuis son origine jusqu'à aujourd'hui, ce qu'elle a coûté aux contribuables chambériens. Exactement. J'ai noté que vous sortiez de 3 emprunts structurés hors charte, donc les plus dangereux, mais que, au passage, et là je poserai quelques questions, on sort aussi d'un 4e emprunt aujourd'hui. Enfin, que vous amorciez la sortie en tout cas de 2 nouveaux emprunts, et puis qu'un 3e yen dollar, si j'ai... non, c'est pas un yen dollar, qu'un 3e emprunt, un emprunt de pente, est évoqué ce soir, et on en sort. Alors j'ai quelques petites questions à ce sujet, puisque j'avais compris que ça n'était pas l'objet, donc j'imagine que c'est lié à l'évolution du marché, puisque vous aviez jusqu'à présent annoncé que vous sortiez de 3 emprunts sur 6, or nous allons sortir de 4 emprunts sur 6. Donc il y a une évolution sur un 4e emprunt. Est-ce que cette évolution est liée à la dégradation des marchés financiers actuels? Est-ce que c'est vous qui pensez que un certain nombre d'indicateurs font qu'aujourd'hui il faut sécuriser et sortir de cet emprunt de pente qui est à 3, je crois 3D dans la charte de Gisler. Donc je compte sur vous pour nous donner quelques éléments de réponse que je complète avec une ou 2 autres réflexions sous forme de questions. Pourquoi se limiter à un réemprunt sur une durée qui est la durée du fonds de soutien et non pas plus pour se donner des marges de manœuvre? Quels sont les taux que l'on vous propose aujourd'hui, ou en tout cas que vous pouvez espérer obtenir dans le cadre de la négociation que vous allez mener et dans le cadre de la fenêtre de tir que vous espérez? Quels sont les taux? Est-ce que ce sera comparable au 1,5 d'il y a une quinzaine de jours, ou est-ce qu'on sera sur des taux plus importants? Enfin, bon, les critères sur lesquels vous déciderez de topper, nous les avons bien compris, avec votre conseil qui est le conseil de la ville depuis de nombreuses années, on l'a déjà dit. Voilà pour ce qui est de l'essentiel des questions. On aurait peut-être pu aborder ces questions précises en commission des finances, mais il n'y a pas eu de commission des finances pour ce conseil, qui a été réuni en urgence, on l'a bien compris. C'est ce qui explique peut-être la technicité d'un certain nombre d'éléments. Il n'empêche, et pour conclure, nous souhaitons vraiment que les conditions soient réunies pour sortir de ces 2 emprunts hors charte. Je suis aujourd'hui plus dubitatif sur le 3e qui nous est proposé ce soir, mais vous allez nous donner des éléments de réponse qui nous convaincront peut-être, puisqu'aujourd'hui, si mes souvenirs sont bons, cet emprunt d'environ 8 millions d'euros est à 3,28, en tout cas était à 3,28, et qu'on le passerait à 4,70. Mais là encore, vous allez peut-être nous donner des éléments précis. Voilà pour ce qui est de l'intervention que je souhaitais faire, en rappelant qu'il est vraiment temps que la page se tourne. Merci, Monsieur Perroton, pour le premier élément de réponse. Oui, merci, Monsieur le maire. J'espère avoir noté toutes vos questions, Monsieur Cirino, mais n'hésitez pas à me les reposer. Le risque de ne jamais se trouver en situation favorable, il existe, il est réel. Tout à fait. Si la parité ne revient pas au niveau escompté, notamment sur l'euro franc suisse, on l'aura jusqu'à son terme et le fonds n'interviendra pas et la banque ne proposera pas de protocole. Mais ça, c'est la loi qui dit ça. Hein. Donc, pardonnez-moi, pour que le débat soit bien clair, quel est le taux escompté? Enfin, quel est le taux escompté? La parité, pardon, escomptée. C'est-à-dire, c'est 1,10, c'est 1,11, c'est combien votre cliquet?
tant que la parité n'aura pas regagné globalement 1,11, on ne pourra pas les toper et on conservera en portefeuille notre emprunt. C'est pour ça qu'on a souhaité mettre une situation dérogatoire qui nous donnait une marge de manœuvre. Parce que si la parité, dans un schéma normal, si la parité ne repassait pas les 1,11 d'ici le 4 mars, nous perdions la possibilité du fonds. Donc voilà pourquoi la souplesse de l'article 6 prévu par le fonds va nous permettre d'être observateur de la parité pendant les 3 ans qui viennent, avec la possibilité de renouveler à nouveau 3 ans si on n'était toujours pas sorti. D'accord? Donc ça c'est, j'espère avoir répondu. L'emprunt de pente évoqué, la SFIL a mis tous les contrats qu'elle détient vis-à-vis de la ville dans le protocole. Cet emprunt, nous n'en sortons pas, si ce n'est que la SFIL nous demande de ne pas l'attaquer sur ce contrat en justice. Elle accepte que nous sortions tant du yen-dollar que de l'euro-franc suisse, mais sous réserve qu'on ne l'attaque pas en justice, ni sur l'euro-franc suisse, ni sur le yen-dollar, mais ni non plus sur cet emprunt de pente. Donc ça veut dire que nous n'avons pas l'intention pour l'instant d'en sortir, que si nous souhaitions en sortir, ce ne serait que par le paiement d'une soulte et non pas par une procédure judiciaire. C'est des conditions draconiennes et léonines de la part de la SFIL, mais c'est comme ça. Sachant que cet emprunt, on l'a analysé, il a un risque de dégradation à partir de 2023 et le taux maximal qu'il pourrait atteindre serait de l'ordre de 6%. Donc vous voyez qu'on est quand même dans des pourcentages qui sont complètement supportables. Donc voilà pourquoi on n'en sortira pas. En ce qui concerne le choix qu'on a fait d'être en phase avec la durée de vie du fonds, pour nous c'était une façon de clarifier les choses. Simultanément, le fonds participe et nous clarifions le dossier, de façon à laisser à nos successeurs une situation finalisée et non pas une situation qui s'éternise sur 20 ans ou autre. C'est un choix délibéré, effectivement, pour nous, de dire le fonds s'interrompt en 2028, les emprunts liés à la soulte doivent s'interrompre simultanément. Ça, c'est un choix purement politique. En ce qui concerne les taux, le taux maximal qui pourra nous être appliqué est de l'ordre de 1,7% parce qu'il intégrera également une partie de la soulte si jamais cette soulte venait à être vraiment très très proche des valeurs tampons données par le fonds. Donc c'est une nouvelle sécurité que nous a, entre guillemets, accordé la SFIL. On espère bien néanmoins arriver aux conditions précédemment qui nous avaient été faites, donc d'un taux de l'ordre d'1,5%. Mais je crois que ce qui est important, c'est bien de se dire que si la parité ne revient pas dans les eaux que nous avons connues, qui nous étaient acceptées par le fonds, nous ne pourrons pas sortir de cet emprunt. Alors, si je peux me permettre, pourquoi a-t-on renoncé aux actions en justice, M. Fajot? On s'était rapproché de nos avocats, puisqu'une assignation a été déposée. Le timing que nous ont donné nos avocats sur ce genre de procès, parce que c'est clair que c'est des procès, c'est plusieurs années avant de voir arriver une solution. 5 ans, en étant optimiste, peut-être 10 ans, si la banque souhaitait faire tous les recours possibles et imaginables qui lui sont ouverts. Et pendant ce temps-là, avec des taux, on a vu le graphisme qui continue et qui a à courir en l'état actuel des choses de l'ordre de 22%, qui pourrait parfaitement se dégrader encore plus, et sans une certitude de succès. La justice est la justice. Chaque partie va plaider avec ses arguments. Rien ne prouve que les arguments de la ville de Chambéry lui auraient donné l'avantage, même si, comme vous le signalez, il y a des jurisprudences qui sembleraient être plutôt favorables. Donc nous avons fait le choix de dire il a été mis en place un fonds de soutien qui est non négligeable néanmoins, et il faut bien le reconnaître, qui prend en charge, en l'occurrence sur le franc suisse, 63% de la valeur. C'était un peu lâcher la proie pour l'ombre de continuer notre démarche en justice. Voilà, je crois que j'ai à peu près répondu à l'ensemble des questions qui m'avaient été posées. Merci, M. Perroton. Monsieur Serino, pardon.
Excusez-moi, c'est juste une petite question à laquelle vous n'avez pas répondu, mais qui a son importance néanmoins. C'est ce qu'il advient des 750 000 € pour l'année 2015. D'accord. Deux ou trois éléments complémentaires. D'abord, sur la durée du prêt qui va nous permettre de payer les pénalités, comme on l'a déjà fait pour l'autre prêt la semaine dernière. Effectivement, comme le fonds paye sur 13 échéances, il nous a semblé opportun, pour nous comme pour la suite, d'avoir en face les annuités correspondantes, avec un delta qu'on connaît à l'avance. On aurait peut-être pu faire un autre choix, c'est-à-dire percevoir les 13 annuités du fonds et puis glisser sur 20 ans. Ça veut dire que pendant 13 ans, on allait recevoir plus que les 58 et quelques pourcents. Par rigueur budgétaire, il aurait fallu mettre ce delta chaque année de côté pour qu'il soit en réserve pour aller jusqu'à la fin. C'était une complexité qui était supplémentaire, donc il nous a paru plus rigoureux de faire coller le prêt et le remboursement du fonds de soutien. Sur les intérêts que je qualifierais de supplémentaires que nous avons payés l'année dernière, qui sont de l'ordre de 750 000 €, on pourra effectivement, sur 13 ans, les récupérer si le montant de la soulte n'atteint pas le plafond qui nous a été fixé par l'État. D'où l'intérêt de négocier à un moment où la soulte n'atteint pas le plafond pour pouvoir prendre en compte, faire rembourser finalement dans le temps les intérêts qui auront été versés. C'est, me semble-t-il, de la prudence. Je vous ai donné les chiffres tout à l'heure. Au final, pour le premier prêt vis-à-vis de Dexia, nous avons gagné, au moment où on a topé, 250 000 € sur la soulte. Bon, sachant que ce qu'on a pu gagner sur la soulte d'un prêt ne se reporte pas en boni sur les autres prêts. C'est-à-dire que dans les tableaux qui ont été montrés tout à l'heure et qu'on peut peut-être remettre à l'écran, qui montrent les 3 prêts avec les 3 plafonds, il faut bien lire chacune des lignes de manière séparée, même si ça fait un total, ce total n'est pas un cumul. Donc nous devons aller... le total des indemnités que nous versera le fonds, c'est 348 000, par exemple, 444 € pour l'emprunt Jensfield. Si on top avec une soulte qui fait que le taux appliqué, on n'est qu'à 322 000, le delta, on ne pourra pas le reporter sur le prêt Dexia. Il faut que les choses soient absolument bien claires. Alors, on vous transmettra dans la soirée ou demain matin ce que M. Klopfer vient de me communiquer. Je viens d'en prendre connaissance pendant que vous parliez. Donc, M. Klopfer dit, donc il explique dans sa note que depuis 2004, la ville s'est engagée dans un nombre important de formules de contrats structurés qui se sont succédées les unes aux autres. 2004, taux fixe désactivant. 2004, combinaison de taux monétaires et obligataires. 2006, emprunt indexé sur écart entre le taux d'inflation en France et le taux moyen d'inflation dans l'Union européenne. 2006, contrat de pente avec levier de 5 si l'écart entre les taux longs et les taux courts tombe au-dessous d'une certaine valeur. 2007, contrat de pente avec levier de 6 si l'écart entre les taux longs anglais, CMS 10 ans, livres sterling et les taux courts européens tombe au-dessous d'une certaine valeur. 2007, contrat de pente fondé sur l'écart entre les taux longs anglais, CMS 10 ans, livres sterling et les taux courts japonais, Libor Yen, 3 mois, etc. Ces montages ont concerné 3 prêteurs, Dexia, la Caisse d'épargne, la Société Générale, et ont donné lieu à de multiples aménagements, la ville passant d'un produit à un autre. À compter de 2007-2008, les risques se sont concentrés sur 3 produits de change, tous 3 contractés auprès de Dexia, 2 exposant la ville à la parité de l'euro par rapport au franc suisse, un resté chez Dexia, le 242, et le second passé chez SFIL, le 223. Un exposant la ville à la parité du dollar par rapport au yen, géré par la SFIL, le 197, qui n'est pas aujourd'hui activé, mais reste très dangereux. Les 2 contrats euro-franc suisse sont fondés sur une même logique, au-dessus d'un seuil respectivement à 1,42
francs suisses et à 1,45 francs suisses, le contrat s'active et son taux monte sans aucune limite. Ce seuil a été enfoncé dès avril 2010, il y a maintenant 6 ans, à la suite de la première crise grecque. Bon, il y a des graphiques, vous les verrez. Il y a eu des périodes de renégociation entre 2012 et 2016. À 7 reprises, entre septembre 2012 et février 2016, la ville de Chambéry a obtenu des abandons de créances, aussi bien de Dexia que de Sfield, et qui se sont traduites soit par des abaissements d'échéance sans la moindre contrepartie, octobre 2013, juillet 2014, mai 2015, soit par des réaménagements avec contrepartie, mais néanmoins marqués par une réduction des indemnités telles qu'elles auraient dû mathématiquement être décomptées, octobre 2012, mai 2013, décembre 2013, février 2016. À chaque fois, c'est de l'ordre de 50 à 200 000 euros qui ont pu être soustraits à la balance des pertes, ce qui fait de Chambéry une des collectivités qui a pu obtenir le plus d'abandons de créances des banques pendant les 4 dernières années. Le bilan global avant et après intervention du fonds de soutien. En dépit de ces atténuations de charges, le bilan financier par rapport à ce que la ville aurait payé si elle s'était systématiquement financée depuis 2004 à taux fixe de marché de l'époque s'établit à 25 millions de pertes nettes avant intervention du fonds de soutien. Bilan financier tiré du recours aux produits structurés entre 2004 et 2016. 2004, 0, 2005, 0,6 millions, 2006, 0,3 millions, 2007, 0,6 millions, 2008, 1,1 million, 2009, 0,8 millions, 2010, 0,4 millions, 2011, 0,2 millions, 2012, 0, 2013, perte de 0,9 millions, 2014, perte de 0,2 millions, 2015, perte de 1,1 million, 2016, perte de 26,6 millions. Voilà, je vous donnerai ces écrits. Le total s'établit donc à 25 millions de pertes nettes avant intervention du fonds. Voilà, vous aurez ce document, je viens d'en prendre connaissance. Y a-t-il, Monsieur Fajot? C'est lui. Oui, moi je voulais revenir un peu sur une question, à la fois, non, une remarque d'abord, une observation sur l'empreinte pente. Le fait que la SFIL l'intègre obligatoirement, moi je trouve ça insupportable. Je veux dire, à un moment donné, je veux dire, c'est plus une négociation. En fait, c'est du chantage. Oui, non, mais je veux dire, non, mais je m'exprime, oui. Non, mais les choses, il faut dire les choses. Voilà, c'est comme ça que je perçois, je veux dire, la pression que fait la SFIL sur les collectivités locales. On ne doit pas être la seule collectivité locale, mais c'est quand même pas, ça me paraît pas normal d'inclure cet emprunt. Voilà, ça c'était la remarque. Sur l'explication que vous nous avez donnée, Monsieur Perroton, j'avais posé la question sur les garanties. C'est-à-dire, aujourd'hui, si j'ai bien compris, la situation, c'est que sur les deux autres emprunts, celui yen-dollar et euro-franc suisse, les risques sont totalement maintenus, puisqu'on est tributaire de ces fameux marchés financiers dont je viens d'expliquer ce que j'en pensais. Hein. Mais voilà, donc ça veut dire que, hein, ils le disent bien, c'est qu'à la fin de la sortie, c'est-à-dire quand on va clore, parce que les emprunts, on va toujours les avoir dans le bilan, hein, ces emprunts-là, on sort pas. On emprunte pour payer les intérêts, si j'ai bien compris. Voilà. Donc ces emprunts sont toujours dans le bilan de la collectivité et qu'on nous dit, ben, dans 3 ans, ça sera peut-être mieux, hein, ou renouvelable, hein, pas pour le franc suisse, hein, je crois, enfin pour l'euro franc suisse, ils disent qu'il faut aller 3 ans, c'est pour l'autre, hein, c'est possible de sortir à tout moment. Voilà, donc ça veut dire que, non mais c'est pour avoir une clarté, c'est-à-dire que le risque qu'on avait avant, même si il y a l'abondement du fonds de soutien qui soulage bien sûr les finances les aspects budgétaires, hein, de la collectivité, fait qu'on a toujours les mêmes risques. Voilà. C'est pour ça que je sais pas, j'ai peut-être pas compris pourquoi. Enfin, je suis pas convaincu, disons, de l'option que vous avez choisie. Voilà. Monsieur Perroton. Oui, vous avez bien compris qu'on a pris cette option pour éviter de se retrouver après le 4 mars sans
le soutien du fonds de soutien, c'est le cas de le dire. Si on avait eu un protocole basique, comme je l'ai indiqué, et que la parité ne remontait pas, on n'aurait pas pu toper et on perd l'intérêt du fonds de soutien, ce qui serait énorme comme perte. Jusqu'au topage, clairement, nous sont appliqués les taux contractuels dont vous avez vu la courbe. C'est tout à fait ça. Une fois que le topage est réalisé, les emprunts ne sortent pas de notre encours puisqu'on les substitue, on substitue des emprunts à 22% par des emprunts à 1,5%. Et là, à partir de là, il n'y a plus aucun risque. Surtout qu'on aura payé la pénalité de sortie auprès de l'ASFIL. Donc le dossier s'éteint automatiquement, on se retrouve avec un emprunt remplaçant un autre à 1,5% et avec un nouvel emprunt de l'ordre de 26 millions d'euros, lui aussi à un taux de 1,5% sur une durée de 12 ans à 15 ans. Je ne sais pas si je me suis mieux expliqué là. Le risque disparaît le moment du topage. Jusqu'à ce que le topage soit effectué, nous continuons à être soumis au contrat actuel avec les variations potentielles des taux d'intérêt. Ce que je peux ajouter pour être en transparence totale, c'est que nous avons aussi, via M. Kopfer, tenté d'obtenir un délai supplémentaire du fonds. C'est-à-dire de ne pas toper de ne pas signer d'ici le 4 mars pour essayer d'obtenir 15 jours ou 3 semaines supplémentaires pour bénéficier du système qu'on a bénéficié pour Dexia. Cela nous a été refusé parce que ce n'est pas prévu par le texte. Il y a un élément aussi que vous n'avez pas évoqué et que je vous donne, c'est que nous avons appelé les deux banques en même temps pour engager la même négociation avec les deux banques. Il y en a une qui a réagi de manière rapidement puisque le 27 janvier, on était en mesure de vous présenter un protocole. L'autre a mis un peu plus de temps pour nous répondre. Le temps, vous le jugez, puisque je vous ai donné les dates des échéances. Hein. Et donc, c'est aussi les lenteurs qui nous amènent dans la situation où on est ce soir. Alors, M. Fajou, je n'ai pas l'habitude de vous envier. Mais tout à l'heure, en vous écoutant, je vous enviais quand même. Parce que parmi nous, vous êtes, si j'ai tout à fait bien compris vos propos, celui qui, dans la minorité, ne soutient pas le gouvernement. Vous avez donc une certaine liberté de parole. Et moi, qui, comme vous, ne soutiens pas le gouvernement, je n'ai pas une totale liberté de parole puisque je suis en négociation avec mon banquier. Voilà. Je vis avec Benoît Perroton, avec Sandrine Duprat, avec Vincent Bimbard, des moments de négociation avec nos banquiers qui sont forts, qui nous marqueront. Enrichissants, je ne suis pas sûr pour tout le monde, mais en tout cas pas enrichissant pour les Chambériens. Hein, voilà, je crois qu'on est clair. On est de toute façon dans une structure qui est avec des marges de manœuvre qui sont extrêmement limitées. On a, c'est vrai, un peu un couteau planté là, et puis l'autre dans le dos qui nous dit avancer, quoi. Hein, et puis on vous enlève celui-là si vous avancez suffisamment. On a essayé de négocier avec le fonds. Le fonds, il est encadré par un texte de loi et par un décret. On discute avec une banque qui est à 100% une banque d'État, qui nous dit la règle c'est comme ça, mettre le troisième emprunt ça se discute pas, ça fait partie des règles qui ont été fixées par l'État. Bon, voilà, notre souci c'est de trouver la meilleure fenêtre dans l'intérêt des Chambériens. Et cette fenêtre, elle nous fera peut-être gagner
vu la somme, 200 000 ou 500 000 euros ou 1 million. J'espère qu'elle nous fera gagner quelque chose. En tout cas, je ne voudrais pas que nous partions, que les places financières partent dans une spirale qui ne nous permette pas de traiter. Je peux vous dire qu'on a encore discuté avant le conseil municipal avec Benoît Perroton. Nous prenons sur le plan matériel toutes les disponibilités pour être joignables et pour pouvoir signer à tout moment si la fenêtre boursière nous permet de tirer les meilleurs taux pour les chambériens. La proposition initiale était à 1,5, on nous met un plafond à 1,7. Il est clair que je voudrais qu'on puisse revenir à 1,5. Vous avez dit tout à l'heure, Monsieur Cirino, que c'était un taux extraordinaire. Non, dans d'autres banques, on est en train de négocier des prêts qui sont avec des taux qui sont similaires. C'est les taux du marché du moment. Tant mieux. Si les taux sont si bas, c'est peut-être pas que l'économie va très bien et qu'il y a beaucoup de disponibilité sur les marchés. En tout cas, on va essayer d'en sortir. L'objectif, c'est évidemment de pouvoir caler les choses pour le temps qui vienne. Sur le temps qui vienne, ça me permet de répondre à la question des dates du vote du budget et du DOB. À Chambéry, il y avait une certaine habitude qui avait été prise de voter le budget en février. Bon, ça avait été le cas en 2014. En 2015, à cause de ce sujet-là, et du flou dans lequel on était, on a attendu le plus longtemps possible et on a voté le budget le 13 ou le 14 avril, si j'ai besoin. Enfin, 13 avril, il me semble. Cette année, on va essayer on a proposé de le voter le 21 mars. Ça permet de gagner 3 semaines sur l'année dernière. Ça reste en retard parce qu'on voulait intégrer le produit de cette négociation. Ça reste en retard sur ce qui se faisait précédemment. Et l'une des conséquences, c'est qu'évidemment, notamment au niveau des investissements, puisqu'il faut attendre le vote du budget pour engager, plus on décale la date du vote du budget, plus la réalisation de travaux est difficile sur l'exercice, quoi. Et ils se font bien sur les 12 mois, mais le problème, c'est que dans le cadre de l'exercice, ça devient plus tendu. Donc voilà, le choix des dates, c'est toujours un choix extrêmement difficile pour bien caler les choses. Dans une solution idéale, quand on sera sorti de ce bazar de prêts toxiques, j'espère qu'on pourra voter le budget au mois de février l'année prochaine. Voilà, chers collègues, je vais vous solliciter sur les 2 délibérations. D'abord sur la délibération numéro 1, j'ai compris que M. Fajot et M. Dupassieux ne prenaient pas part au vote. Quels sont ceux qui sont contre? Ceux qui s'abstiennent? À l'unanimité, je vous remercie. Sur le 2e rapport, M. Fajot, vous avez la même attitude, vous ne prenez pas part au vote, c'est ça, hein? Donc je demande ceux qui sont... Oui, j'ai bien compris que c'était les 2. Je vous demande donc ceux qui sont contre, ceux qui s'abstiennent. Eh bien, écoutez, les délibérations sont donc adoptées. Il nous reste maintenant à espérer qu'un coin de ciel bleu se fera jour sur les places boursières pour nous permettre de toper dans les meilleures conditions. Oui, Monsieur Cirino. Oui, très rapidement, Monsieur le maire. On avait déposé hors délai une question aujourd'hui, donc je ne vais pas évidemment l'aborder. Juste noter que nous avons reçu aujourd'hui une convocation pour la commission consultative des services publics qui abordera cette question des pompes funèbres municipales. Donc au 1er mars, on a trouvé ça tout à l'heure dans nos casiers en bas. La question que nous souhaitions vous poser à ce sujet ce soir vous sera donc envoyée par courrier de façon à ce que vous puissiez nous répondre rapidement. Merci à vous. Non, Monsieur Cirino, comme je ne suis pas mauvais garçon, je vais quand même vous répondre. Bon. Je vous rappelle que quand on était c'est tout à votre honneur. Quand on était dans le jeu le rôle inverse... ça arrivait aussi, ça arrivait. Même quand les questions étaient posées le jeudi soir, on m'a eu observé qu'il fallait les poser le mercredi pour le lundi. Bon,
On est en procédure d'urgence, là. Alors, quelle est la situation sur les pompes funèbres? Vous la connaissez bien, puisque vous avez lancé le 20 avril 2010 une étude sur qui a été confiée à Maître Salle sur l'évolution du secteur. Cette étude vous a été rendue le 22 janvier 2011. Elle pointait un certain nombre de difficultés auxquelles la ville s'exposait dans le fonctionnement actuel du service des pompes funèbres. Et cette étude vous donnait deux perspectives de sortie, celle d'une SEM et celle d'une société et d'une SPL, d'une société publique locale. Le dossier était donc sur la table quand nous sommes arrivés. Sur la SPL, deux éléments. D'abord, il y a très peu de SPL qui ont été mises en place, il n'y a donc pas de jurisprudence. Et la SPL limitait forcément l'activité du service des pompes funèbres au seul territoire de la ville de Chambéry. Or, aujourd'hui, vous le savez bien, les pompes funèbres et le crématorium répondent à des demandes d'un champ plus large de communes, dès lors que la famille demande le passage du corps au centre funéraire, notamment pour bénéficier des salons. Vous savez aussi que dans ce département, on a aujourd'hui une particularité, puisqu'alors qu'en France, 33% environ des décès font l'objet d'une crémation, nous sommes actuellement à plus de 50% de crémation dans le département. Et nous avons fonctionné dans le courant de l'année 2015 de manière dérogatoire pendant plusieurs mois sur le nombre d'incinérations faites et sur les heures d'incinération. Nous devons donc investir. Nous devons donc investir pour mettre aux normes les fours qui datent maintenant. Vous vous souvenez de quand le crématorium a été constitué, donc qui doivent être mis aux normes et qui doivent ensuite être complétés par un troisième four pour faire face à l'évolution de la demande. Nous avons donc, avec nos conseils, réfléchi à la manière dont nous pouvions continuer à apporter une offre au champ large, c'est-à-dire à tous ceux qui voulaient bénéficier des installations chambériennes, mais en même temps, nous avons cherché comment nous pouvions éviter de faire payer l'investissement au sol chambérien. Dès lors que 54% des décès du département sont l'objet d'une crémation, vous comprenez bien que toutes les personnes qui sont l'objet d'une crémation ne viennent pas de notre périmètre de ville ou d'agglomération. Et que je ne vois pas pourquoi le seul contribuable chambérien, nous ne voyons pas pourquoi le seul contribuable chambérien participerait au financement de ces installations. En plus, nous sommes attachés au maintien sous le cadre public d'un service de pompes funèbres. Quand je compare, à partir des chiffres qui m'ont été donnés, le coût d'une cérémonie funéraire à Chambéry, où il y a une concurrence et où il y a présence d'une structure publique, et de collectivités du département où il n'y a pas cette présence et cette concurrence, on est dans des chiffres qui m'ont surpris, dont je ne cache pas qu'ils ont pour moi, dans mes convictions personnelles et profondes, un certain caractère scandaleux. Voilà. Donc il faut que nous gardions ce champ
de concurrence. Donc la solution sur laquelle nous avons travaillé, c'est effectivement celle d'une DSP et d'une SEM. Cette SEM réunira 85% de ses parts, c'est-à-dire le plafond légal, en commune. Et nous avons été chercher 3 partenaires privés, qui sont 3 mutuelles, enfin 3 structures à caractère mutuel, la Caisse d'épargne, le Crédit Agricole et la mutuelle avec laquelle la ville a contracté il y a plusieurs années pour offrir une assurance funéraire qui s'appelle la CAMUX, la MUTAC, pardon. Voilà. Nous aurons l'occasion de débattre de ce dossier au prochain conseil municipal. Sur la question particulière que vous avez posée, il nous est indiqué que la TVA était et restera à 20% pour les prestations autres que le fossoyage, qui est et restera à 10%. Les régies d'avant 1926 sont bien exonérées de l'impôt sur les sociétés, ce qui ne sera pas, par contre, pas le cas de la SEM. Voilà ce que je pouvais vous donner. Monsieur Serino. Bon, puisque vous avez évoqué la question, mais que je ne l'ai pas posée, la question de fond, c'était de savoir si, effectivement, c'est le dernier point que vous avez soulevé, enfin, c'était une des questions que l'on posait ce soir, de savoir si le taux de TVA, qui est très avantageux aujourd'hui du fait de ce que vous venez de rappeler, c'est-à-dire un statut de régime municipal datant d'avant 1926, ce taux de TVA disparaît avec, en tout cas, sur un certain nombre de prestations, peut être amené à disparaître dans le cadre d'une SEM, et donc occasionner un coût supplémentaire pour toutes les familles qui auront à avoir affaire à notre centre funéraire. Voilà, c'était ça la question que nous voulions vous poser, c'était est-ce qu'il y aura un surcoût pour les familles, voilà, qu'elles soient chambériennes ou pas, hein, est-ce qu'il y aura un surcoût pour les familles? J'ajoute peut-être un élément, c'est qu'entre 2011, le moment où vous avez fait l'étude, vous avez fait faire l'étude et aujourd'hui, 2 des établissements médicaux qui étaient à cette époque-là dans la ville sont aujourd'hui hors de la ville, dans l'agglomération mais hors de la ville. Et ne nous cachons pas, c'est un lieu où le nombre de décès, y compris de chambériens, est significatif. Bon. Et donc, il fallait pouvoir garder cette capacité d'aller chercher un corps à Challes-les-Eaux, puisque c'est ce à quoi je fais référence, et de pouvoir le traiter. La SPL ne nous permettait pas de traiter ces choses-là. Voilà, il y a d'autres aspects financiers ou autres qui seront traités en commission des finances. Oui, monsieur Fajot. Non, Justin, oui, je ne pensais pas qu'on aborderait la question, puisque vous aviez refusé la question, mais juste un mot, on aura l'occasion d'en discuter, à la fois SPL et puis quand vous le présenterez au conseil municipal, mais quand vous dites la SEM, oui, bien sûr, on connaît le principe de la société d'économie mixte, hein, c'est une majorité de capitaux publics, donc là, des communes, certes, mais la gestion, elle est totalement privée par la délégation de services publics, et je crois que c'est ça aussi qu'il faudra bien mesurer, voilà. Qu'est-ce qui guide votre choix aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, on a une maîtrise publique totale avec la régie directe. Voilà. Demain, c'est autre chose. Et il y aura obligatoirement des conséquences, je veux dire, pour l'ensemble des familles chambériennes et au-delà, de tous ceux qui adhéreront à la SEM. Voilà. Donc, c'est ce débat-là aussi qui me paraît quand même important qu'on ait sur qu'est-ce qui guide aujourd'hui votre choix de sortir de la régie directe qui fonctionne quand même convenablement, puisque chaque année, il y a un excédent budgétaire qui alimente d'ailleurs le budget principal. Voilà, donc il y a une bonne gestion. Je crois que en plus, les familles, vous le savez comme moi, je veux dire, elles sont très satisfaites du service. Aujourd'hui, il y a un service de qualité, vous le savez. Je crois qu'il fallait... Enfin, moi, je suis convaincu qu'il faut préserver et le mode de gestion n'est pas indépendant d'un certain nombre d'évolutions qui, personnellement, m'inquiètent, mais on aura l'occasion d'en débattre. Monsieur Fajot.
en 2010, quand un certain nombre de raisons vous ont poussé, la municipalité précédente, à lancer une consultation pour trouver un conseil sur la question du centre funéraire et du devenir, il y avait un certain nombre de raisons. C'est les mêmes raisons, exactement les mêmes raisons, qui aujourd'hui nous font régler le problème et apporter la solution. Oui, non, mais si je peux me permettre, en 2010, il y a des... comme vous faites des études et, bon, visiblement, elles n'ont pas été suivies des faits. Donc, à un moment donné... Voilà, non, mais vous dites on a fait des études. Il y en a plein des études. La problématique qui a lancé l'étude, Monsieur Fajot, elle se posait déjà. Elle se pose toujours, et vous venez de l'évoquer. Voilà. Rendez-vous le 21 mars.